Juliette a pris une photo directement de Vinny et moi. Cette photo, je l'ai envoyée chez moi. Et la première chose que Cécile m'a dit, après donc les enfants également, c'est « ton visage a changé ». Handicap et cinéma, c'est le podcast cinéma qui parle de handicap et de chiens d'assistance. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu n'es pas handicapé? Si, tu veux pas handicapé? Bah, voudrais pas. Je vous signale que moi j'ai pas de moteur. Ah bah fallait être tétra, faut pas faire les choses à moitié. Et vous les nouveaux handicapés, vous respectez pas les anciens. Ce programme vous est proposé en audio description. 16% de la population vit avec un handicap, mais leur représentation à l'écran ne dépasse pas 0,6%. Les récits sont souvent stéréotypés, voire stigmatisants. Comment rendre le cinéma plus accessible et inclusif, autant dans les salles que dans sa production? Je suis Géraldine Blanchet, intervenante cinéma spécialisée en responsabilité sociétale et environnementale. Je suis animatrice accréditée de la fresque du film et avec Planète Projet, j'œuvre pour un cinéma plus engagé. En parallèle, je suis famille d'accueil pour Handi Chien, qui éduque et remet gratuitement des chiens d'assistance. Dans ce podcast, mes invités, qu'ils soient en situation de handicap ou non, partagent une passion commune pour les chiens guides et d'assistance. Bénéficiaires, bénévoles ou professionnels, ils partagent des récits incroyables et dévoilent leurs films coup de cœur. Ensemble, nous découvrons des initiatives qui font avancer l'accessibilité et l'inclusion dans le cinéma. Bonne écoute! Dans cet épisode, on va parler du handicap survenu par accident de la vie, du trouble de stress post-traumatique, de handicap visible et invisible, de résilience, d'aidants et de la relation unique qui lie un chien d'assistance à son bénéficiaire. Aujourd'hui, je suis au cinéma Le Vogue du Gros du Roi et je suis accompagnée par Christophe Lelaurin et sa femme Cécile et Vinny. Bonjour Christophe. Bonjour Géraldine. Bonjour Cécile. Bonjour Géraldine. Nous enregistrons cet épisode dans le cadre de la 4e édition du Podcaston. Alors, qu'est-ce que c'est que le Podcaston ? C'est un événement en ligne qui rassemble des milliers de podcasts du monde entier au profit d'associations caritatives. Le but, promouvoir l'engagement associatif sous toutes ses formes partout dans le monde. Podcasteurs et podcasteristes invitent des associations à leur micro pour les mettre à l'honneur, partager leurs causes, sensibiliser les auditeurs et collecter des fonds et rassembler les bénévoles dont elles ont besoin pour accomplir leur mission. Alors avec toi Christophe, c'est bien sûr de l'association La CAP qui remet des chiens d'assistance aux personnes en état de stress post-traumatique dont on va parler. Une association qui te tient tout particulièrement à cœur. Donc oui, la CAP, c'est une association qui me tient tout particulièrement à cœur. D'abord pour m'avoir permis et avoir eu la chance d'avoir auprès de moi Vinny depuis fin septembre. Vinny, mon chien d'assistance. La CAP, c'est une association particulière car elle fournit et forme des chiens d'assistance pour les militaires, pompiers et victimes de terrorisme atteints de choc post-traumatique. La CAP, c'est une famille. C'est aussi une association qui est très récente puisqu'elle a été fondée en 2020. Oui, c'est ça. Christophe, tu as fait une carrière militaire et civile dans des domaines très très vastes. Tu as été caporal-chef dans l'armée de terre. Tu as eu en charge des missions de génie du type déminage, traitement des eaux. Tu as été conducteur d'autorité à l'étranger, au Kosovo, en Bosnie, au Liban et aux Émirats arabes unis. Tu as eu des missions de traduction aussi, des fonctions dans les ressources humaines. Et par ailleurs, tu es aussi bénévole dans le secteur de la musique actuelle. Tu es marié avec Cécile et tu es le papa de 3 enfants. Et comme tu l'as dit, le bénéficiaire de Vinny qui t'a été remis en septembre 2025. Est-ce que j'ai tout dit ? Je pense que tu as presque tout dit. Alors, je dois dire qu'on avait assez peu de raisons de se croiser avec Christophe. Mais, et j'en suis ravie d'ailleurs, que nos routes se croisent, grâce d'ailleurs à Vinny et grâce à l'Association nationale des maîtres de chiens guides, nous avons fait connaissance lors d'un des apéros des maîtres qu'ils organisent en ligne chaque mois et qui permet aux maîtres de chiens guides et de chiens d'assistance, mais aussi aux familles d'accueil et aux éducateurs, de se rencontrer
pour échanger, parler accessibilité et éducation des chiens. Christophe, pour te présenter, tu connais le podcast, j'aimerais que tu choisisses 3 mots qui te définissent. 3 mots qui me définissent. Je n'aurais peut-être pas 3. Le premier, on me dit souvent que je suis un facilitateur. J'étais pendant 15 années donc pacificateur, pour référence à Peacemaker avec George Clooney, donc le film. Donc on dit souvent que je suis un facilitateur parce que j'aime mettre les gens en relation, aider les gens dans leur démarche, dans leurs projets, en ouvrant un réseau de connaissances. La seconde chose, j'ai beaucoup de respect pour l'être humain. C'est quelque chose de très important à mes yeux. Donc ton deuxième mot, ce serait respect. Oui, le respect. Le respect pour moi, c'est important, c'est la base de tout. Si on ne respecte pas les autres, on ne se respecte pas soi-même. Et si on ne se respecte pas soi-même, on ne peut pas respecter les autres. Et dans une société comme la nôtre, il faut mettre en avant le respect. C'est une belle valeur. Je le partage entièrement avec toi. Donc en fait, on a 2 mots là déjà, respect et humain. Ouais, je pense que ce sont les 2 mots déjà qui pourraient me correspondre. Merci. Qui me correspondent. Merci Christophe. Je vois Vinny qui se rapproche de toi, Christophe, et qui vient s'assurer que tout va bien pour toi. Oui, donc le fait de parler de soi, c'est jamais évident. Et, voilà, on l'entend au micro. On a Vinny qui vient parler au micro. Il a des choses à dire aussi. Et donc Vinny a senti mon stress et est venu donc poser sa tête sur mes jambes pour me rassurer et me faire redescendre un peu en pression, quoi. C'est son rôle et il le joue dans chaque instant, y compris dans l'enregistrement de ce podcast. Merci Vinny. Christophe, est-ce que tu peux nous raconter quelle est ta relation au handicap et puis aussi comment cette relation elle a évolué au fil de la vie? Ah oui, alors ma relation au handicap, elle a peut-être commencé il y a plusieurs années lorsque je vivais dans les Ardennes et où j'avais une association qui organisait des concerts. Et nous avons monté sur 2 ou 3 ans des projets avec l'Association des paralysés de France. Donc on avait monté des concerts et des expositions d'art et les bénéfices revenaient à l'APF pour pouvoir monter des projets avec les adhérents et bénéficiaires de l'Association des paralysés de France. Qu'est-ce qui t'avait tourné vers cette association-là en particulier, puisque toi tu n'es pas paralysé? Le point commun, c'était la musique. En fait, le président de l'association est un fan de musique également, donc on s'est rencontrés sur différents concerts. On a échangé autour de nos métiers. Et puis voilà, donc à travers la musique, je lui ai proposé de monter un projet. Et ces projets ont vu le jour durant 3 années. Encore une fois, l'artistique et le culturel rassemblent. Ce n'est plus à démontrer. C'est la musique qui t'amène vers un univers qui est un peu loin de toi. Comment est-ce que ce lien a évolué du coup? Est-ce qu'on peut évoquer ton propre handicap aussi? On va parler donc de mon propre handicap parce qu'il faut que ça se connaisse, que les gens le connaissent, qu'autour de nous ça soit connu. Donc je suis atteint, le mot est peut-être pas juste, de choc post-traumatique complexe dû à ma carrière militaire. Différents événements qui ont causé ce handicap invisible. Ce handicap, j'ai pas voulu l'accepter tout de suite. J'étais malade pendant plusieurs années, donc avec des douleurs au bras, au crâne, aux jambes, enfin dans tous les membres possibles et inimaginables. Des recherches ont été faites. À chaque fois, on me disait c'est dû à votre carrière militaire, choc post-traumatique. Et je ne voulais pas avoir cette étiquette. Pour moi, je ne méritais pas ce mot de choc post-traumatique qui revient à mes yeux à des gens qui ont fait des combats, des actes de guerre. Je pense, en allant très loin, aux anciens de 14-18, aux soldats qui ont fait la guerre d'Algérie, et plus récemment, les militaires qui ont fait l'Afghanistan ou le Mali. Donc, à force d'entendre « je ne peux rien faire pour vous », c'est certainement un choc post-traumatique. Grâce à Cécile, j'ai été aiguillé vers l'hôpital militaire de l'Aveyron, où là, le choc post-traumatique complexe a été décelé très rapidement. Le choc post-traumatique, donc handicap invisible, est peut-être compliqué à vivre. Je ne vais pas dire plus compliqué parce que moi je ne suis pas concerné à vivre qu'un autre handicap.
mais pour avoir parlé avec des nombreux camarades qui sont avec moi en soins sur l'hôpital militaire de l'Aveyron, qui sont eux handicapés physiquement suite à des explosions, suite à des accidents graves, et également touchés par le choc post-traumatique. Je vais prendre un exemple peut-être brut, mais j'ai un de mes collègues qui n'a plus de jambes, perdu au combat, et qui est également atteint de choc post-traumatique. Et il me dit, à chaque fois qu'on se rencontre, pour moi, c'est plus compliqué de lutter contre le choc post-trauma que d'accepter le fait que j'ai perdu mes jambes. Parce qu'on est impuissant face au SPT, donc au choc post-trauma. C'est très compliqué, on ne peut pas en guérir. On essaie d'avancer avec, et en plus cet handicap ne se voit pas. J'insiste sur le fait qu'il ne se voit pas parce que ça peut être pas compris par son employeur, pas compris par son entourage. Ça peut être pas compris lorsque je rentre avec Vinny dans différents endroits. Jusqu'à présent, je n'ai essuyé qu'un seul refus, mais le fait que ça ne se voit pas, on pense souvent que je suis formateur de chiens d'assistance et pas blessé. Donc moi je suis à l'aise maintenant avec ça, et j'explique pourquoi Vinny est avec moi et ce que j'ai, et en insistant bien sur le fait que ça ne se voit pas, mais la douleur que j'endure, elle ne se voit pas, mais elle est bien présente. Pour repréciser un petit peu, les symptômes que l'on retrouve dans ces troubles de stress post-traumatique, c'est par exemple les flashbacks et les cauchemars, où il y a une reviviscence du traumatisme. Ça peut être l'évitement de lieux, de situations ou de conversations qui rappellent l'événement traumatique. Ça peut être l'hypervigilance aussi, l'état d'alerte constante, les sursauts exagérés. On peut aussi avoir de l'anxiété intense et de l'irritabilité. Colère, agitation, troubles du sommeil, et puis enfin des troubles de l'humeur avec de la culpabilité, de l'isolement, des pertes d'émotions positives. Est-ce que toi tu as un message pour les auditeurs par rapport à tout ça ? Est-ce que tu as quelque chose à partager avec eux qui pourrait être un soutien, qui pourrait être une aide pour toi ? Alors, une aide pour moi, peut-être pas, peut-être pour d'autres, pour des gens qui connaissent, des gens qui sont justement comme ça, ou pour aider des gens qui ne savent pas, en fait, qui sont atteints de choc post-trauma. Tu as parlé de flashback et de cauchemar. Oui, en effet, c'est un des points compliqués à vivre parce que ça t'empêche donc de dormir, d'avoir des nuits complètes. Donc forcément, de ne pas être au top après tout le long de la journée. Et c'est compliqué pour soi-même, et c'est compliqué aussi pour ton entourage. L'évitement des situations, ça peut être mal compris par son entourage, parce que, je vais prendre un ou deux exemples. L'évitement, c'est, tiens, j'ai décidé d'aller sur tel événement, à 100 bornes. Donc, tu y vas avec ta compagne et tes enfants. Et arriver à l'entrée de l'événement, en fait, tu peux pas. Tu peux pas parce que ça te fait penser à des choses que tu as vues et vécues. Et donc, tu repars. Et il faut que tes proches acceptent. J'ai eu la chance d'avoir des proches qui ont accepté, qui comprenaient. Ça peut être aussi le fait d'aller faire quelques emplettes avec ses enfants. Donc, tu y vas de bon cœur. Et à un moment, dans la boutique, tu n'es plus toi, tu n'es pas bien. Tu ne dis rien, tu prends sur toi, et c'est ton entourage qui s'en rend compte et qui dit « Non, mais laisse tomber, c'est bon, on ira plus tard. » Voilà, donc qui t'extirpe de ces situations. L'hypervigilance, pour moi, je l'ai très très mal vécu. Je dis je l'ai très très mal vécu parce que a baissé grâce à la présence de Vinny. L'hypervigilance, chez moi, elle se présentait sous plusieurs formes. Donc, dans la maison, dans ma zone vie, lorsque quelqu'un arrivait derrière moi et que je n'entendais pas, donc mes enfants ou des amis des enfants, j'avais des gestes d'autodéfense et qui prenaient de l'ampleur, qui allaient presque jusque des gestes de pré-attaque. Donc, c'était très compliqué pour moi à vivre vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis des amis des enfants qui pouvaient ne pas toujours comprendre. Moi-même, je ne comprenais pas. Donc, l'hypervigilance, ça a un peu baissé grâce à Vinny. Et par contre, elle s'est transformée en hyper-bienveillance. Maintenant, c'est-à-dire que je suis hyper bienveillant avec Vinny, ce qui est aussi compliqué à vivre, parce que je l'écoute en permanence, voir s'il respire bien, voir si tout se passe bien. Voilà.
L'anxiété, l'irritabilité, oui, ça va de pair, mais en fait, l'anxiété et l'irritabilité va aussi avec le fait de faire beaucoup de cauchemars, donc de ne pas dormir. Et les troubles de l'humeur, donc la culpabilité, l'isolement, la perte d'émotion, ça, je pense qu'on n'en guérit pas, en fait, j'en guéris pas. On se sent toujours coupable pour moi, donc d'avoir quitté l'armée et d'avoir laissé des camarades mourir après que je sois parti, même si je n'aurais rien pu faire. Je veux dire, c'est comme ça, mais il y a ce sentiment de culpabilité d'avoir laissé des camarades sur le bord de la route. Culpabilité vis-à-vis de sa famille, parce que vivre avec quelqu'un qui est atteint de TSPT, c'est compliqué, donc je m'en veux au quotidien de leur infliger tout ça. Mes sauts d'humeur, le fait de faire son borne et de revenir... et la perte d'émotions positives, ouais, ça c'est clair, c'est aussi compliqué parce que donc je n'ai plus d'émotions positives, je n'apprécie plus rien. Lorsqu'on me fait un cadeau, par exemple, je vais faire semblant d'être heureux, mais au fond de moi il n'y a rien en fait, donc c'est très compliqué. Mon entourage le sait, mais voilà, j'ai plus d'émotion, et ça, j'ai plus d'émotion du tout. Donc ça, c'est très, très compliqué à accepter. Et, parce qu'en fait, tu es toujours dans le théâtre pour moins faire souffrir ton entourage. Et, voilà. Merci pour toutes ces explications. J'apprends aussi, moi, beaucoup de choses. C'est vrai qu'on n'est pas forcément formé à tout ça. Je pense que là, les auditeurs vont aussi comprendre plein de choses grâce à tes explications. Donc, mille merci. Vinny s'est posé maintenant à tes côtés. Il est tranquillement allongé contre toi. Peux-tu nous raconter comment tu as découvert l'association La CAP et comment s'est passé ce cheminement pour être bénéficiaire aujourd'hui d'un chien d'assistance ? Alors je vais dire on, parce que c'est avec Cécile, on avait découvert La CAP à travers une émission télé rediffusée sur le net, où le premier bénéficiaire de la CAP témoignait de son handicap en présence de son chien. Donc on avait trouvé l'initiative de la CAP, la mise en place de la présence d'un chien d'assistance excellente. Et j'avais trouvé très courageux à ce bénéficiaire de venir s'exprimer devant tout le monde, librement, et avec toute la tristesse et la colère qu'on pouvait ressentir dans son discours. Donc j'avais trouvé ça fort. Je l'ai mis un peu de côté, après, pendant plusieurs années. Et le fait d'avoir renoué et repris contact avec la CAP, j'ai eu un souci en fait au travail, donc dans le travail civil. Et le choc post-trauma en fait est revenu. Le choc post-trauma qui avait été en partie guéri, on va dire, où j'étais sur le bon chemin grâce à l'équipe de l'Aveyron, qui est une équipe de médecins, d'infirmiers formidables. En fait, tout s'est effondré ce jour-là. Et tout le travail que j'avais pu réaliser avec les soignants de l'hôpital et avec ma famille, en fait, tout s'est effondré. Tout s'est effondré. Je me suis retrouvé vraiment une nouvelle fois au fond du gouffre, en me disant, je vais encore entraîner avec moi dans mon malheur mes proches. Et voilà, donc je ne savais plus trop où j'allais aller, ce qui allait devenir de moi. Et j'ai pris sur moi, j'ai contacté la CAP. J'ai contacté la CAP en faisant un gros message en pleine nuit, parce que je ne dormais pas du tout des nuits, où j'avais pris en plus des médicaments qui te font un peu délirer. Donc j'ai pu me libérer complètement et directement. Donc j'ai fait un message à Antoine, qui est le psychologue de la CAP, en expliquant ma situation. Antoine m'a recontacté le lendemain directement, m'a transmis le dossier à remplir pour pouvoir bénéficier d'un chien d'assistance. Donc c'est un dossier assez conséquent quand même. C'est l'émotion, parce que je revis en fait cette période qui était compliquée, donc en sachant que j'étais vraiment très très mal, mais j'ai quand même pris à 100% sur moi pour monter ce dossier seul. En général, je ne fais jamais l'administratif seul, hein, c'est Cécile qui m'aide beaucoup, mais là, voilà, je l'ai fait. La CAP a retenu mon dossier, et ensuite, s'en est suivi un long processus donc, où Antoine m'a contacté. Antoine s'est déplacé à la maison pour voir l'environnement, me rencontrer mes proches, pour savoir si, je pense,
si on était en mesure quand même de recevoir un Vini, mon chien d'assistance, pardon. Et après, des visios avec les éducateurs, pareil, pour savoir en fait si j'étais capable d'avoir un chien d'assistance, pour me connaître et pour pouvoir m'attribuer un chien qui correspondrait à moi, à mon handicap. Je veux dire, tu ne vas pas faire tes courses, quoi. Il y a quand même quelque chose de sérieux qui est mis en place. Ouais, il y a tout un cheminement. Cette première rencontre avec la CAP, c'était en quelle année ? 2025, début 2025. Donc c'est un process qui a été assez rapide quand même. Tu as attendu un peu moins d'1 an ? Oui, alors moi j'ai eu beaucoup de chance. Tout s'est mis en place assez rapidement, même très rapidement, parce qu'au mois de juin, je crois, ou juillet, lors de la visio avec les éducateurs, on disait bon, ok, on a bien pris en compte tout ça. Et 5 minutes après, Antoine m'appelait en me disant est-ce que tu es dispo en septembre ? On a Vini, et Vini, pour les éducateurs, c'est le chien qui te correspond. Wow. Voilà, donc ça a été vraiment très rapide. J'ai eu la chance d'avoir Vini très rapidement. Mais on est nombreux quand même à la CAP à avoir les chiens assez rapidement. C'est ce que j'ai pu en déduire quand même. Il n'y a pas trop d'attente. C'est une association qui est aussi nouvelle, donc qui n'est pas encore très connue. Donc je pense que les dossiers n'affluent peut-être pas encore de la même façon que pour d'autres associations où il peut y avoir des fois 3 ans, 4 ans d'attente. Je pense que la chance que j'ai eue et qu'on a eue, c'est que ce soit une jeune association. Après, c'est aussi particulier parce que les personnes qui sont touchées par les chiens d'assistance de la CAP, je vais parler pour moi, mais je pense qu'on est tous un peu pareil dans le milieu militaire, où c'est qu'on est très réservé et qu'on n'accepte pas d'être aidé. Et voilà, donc il y a beaucoup de démarches personnelles déjà. Oui, tu avais fait toute une partie du chemin avant la demande. C'est ça, donc c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas trop de demandes, parce que c'est compliqué. C'est compliqué de faire la démarche, et c'est pour ça qu'à mes yeux, nous sommes les ambassadeurs, nous, avec nos chiens d'assistance, pour dire à nos camarades, vous pouvez être aidés. Nos chiens nous apportent énormément. Notre vie a changé. La vie change avec la présence d'un chien d'assistance. Alors, je vais parler encore une fois, si tu me le permets, du handicap invisible. Avant d'avoir Vini, un bénéficiaire de la session précédente, avec qui Cécile était en contact et moi par la suite, lui avait dit, par contre, il faut accepter son handicap invisible, parce que là, quand tu vas te balader avec Vini, c'est affiché clairement sur lui. Donc, afficher son handicap invisible, ça peut aussi être compliqué, et notamment quand tu es issu du monde militaire, ou voilà, ça peut être pris au début un peu comme une honte. De cette honte ou de cette peur d'afficher le handicap invisible, grâce à Vini, j'ai envie de dire, je l'affiche fièrement, parce qu'il m'aide à l'afficher et puis à être l'ambassadeur pour dire voilà. On me dit en fait souvent mais vous le formez ? Eh bien non, je ne le forme pas. Vous avez vu, j'ai une apparence normale, mais voilà. Tu as eu donc cette période de remise en septembre dernier. Tu peux nous raconter cette remise ? Oui, alors c'est pareil, ça va être bourré d'émotions. Donc déjà, c'était entre le fin fond d'Auvergne et la Haute-Loire, donc à presque 4 heures de Montpellier. Donc je suis arrivé dans ce gîte, très bien accueilli tout de suite par Antoine, mis en sécurité et à l'aise directement grâce à la présence d'Antoine et d'autres membres de la CAP. Petit passage par la chambre, où tout était fait aux petits oignons avec les goodies pour Vini. Et au bout de 3 quarts d'heure, rencontre avec Vini, donc où les 2 éducateurs, Juliette et Nicolas, m'ont présenté Vini. Donc j'étais assis au sol, Vini est venu me voir. Vini, forcément, au début, est retourné vers Juliette, qui l'avait eu en fait pendant plusieurs mois. Il y a un lien fort avec l'éducateur. Et Juliette, pour l'anecdote, Juliette a pris une photo directement de Vini et moi. Et cette photo, je l'ai envoyée chez moi. Et la première chose que Cécile m'a dit, après donc les enfants également, c'est « ton visage a changé ». C'est les premiers instants, c'est la première demi-heure où mon visage a changé. Alors... Après, on m'a dit par la suite, d'autres personnes, lorsque je suis rentré, m'ont dit « En fait, c'est pas que ton visage a changé, c'est certainement le visage que tu avais auparavant. » Donc voilà l'effet qu'a apporté Vini immédiatement. Après, il y avait beaucoup d'appréhension parce que s'occuper d'un chien, d'un animal, c'est quand même... Tu en avais déjà eu des chiens ? J'en avais déjà eu, mais j'étais plus jeune, où il y a une dizaine d'années, on a eu un bichon, donc c'était pas la même chose, c'était pas le même gabarit non plus.
Donc c'est beaucoup d'angoisse, hein, parce que est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais être à la hauteur pour Vinny? Est-ce que je le mérite? Et puis en fait, les membres de la CAP sont tellement au top qu'ils t'accompagnent dès les premières secondes et 24 heures sur 24, j'insiste, parce que lorsqu'on est atteint de SPT, on ne dort pas beaucoup, il y a toujours quelqu'un de présent. Donc on a eu plusieurs types de formations, donc les différentes commandes que connaissent nos chiens d'assistance pour nous aider au quotidien. Comment soigner son chien, comment être attentif par rapport aux premiers signes où le chien pourrait mal aller. On a fait de la recherche d'objets avec, on a appris à les sortir parce que ça peut paraître tout bête, mais sortir son chien à l'extérieur, c'est compliqué. On a appris à vivre avec en ville. Pour nous, c'était aussi un gros challenge parce que sortir dans une ville qu'on ne connaît pas, avec le bruit, les voitures, les gens, rentrer dans un café, c'est toutes des choses qui peuvent paraître anodines, mais pour nous, c'est très compliqué. Petite anecdote, même chose, dans un tout petit village d'Auvergne, près de Clermont-Ferrand. Donc on fait notre passage en ville avec le chien pour pouvoir faire au mieux avec nos chiens d'assistance. Et on me dit, mais on va rentrer dans un café. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas beaucoup de monde. Et on rentre dans le café. Dans le café, il y a beaucoup d'anciens, ça parle très très fort, et moi je peux pas rentrer. En fait, moi je peux pas. Donc je sors, je dis allez-y. Il y avait les 2 éducateurs avec nous et un bénéficiaire avec son chien, et je dis c'est pas grave, je vous attends dehors. Juliette, donc l'éducatrice, sort avec moi. Elle dit non mais t'inquiète, ça va le faire. Et là le patron du bar en fait fait un truc exceptionnel. Il dit imagine une arrière-salle et je vais vous l'ouvrir, vous pourrez y aller avec votre chien. J'ai très bien compris. Voilà. Et donc là, j'ai pu rentrer dans le café, prendre un peu de temps avec Vinny. Mais voilà, l'anecdote, rentrer dans un café, c'est très compliqué pour moi, par exemple. Et tu parlais tout à l'heure de bienveillance. On voit que la bienveillance, elle t'a ouvert des portes et c'est magnifique, cette réaction. Ouais. En fait, c'est tout simple, mais c'est incroyable. Voilà. À quel moment tu as su que c'était Vinny le bon? J'ai envie de dire... immédiatement lorsque Antoine m'a rappelé après la visio, parce que je faisais confiance à la CAP. Donc j'avais senti leur sérieux. Donc je me suis dit, si pour eux, Vinny, c'est le chien qui me correspond. Voilà. Il y a une histoire de confiance aussi. C'est un chien, déjà. C'est comme un être humain pour moi. Et un chien d'assistance, il y a encore du plus. Donc il faut vraiment qu'il y ait une relation de confiance. C'est pas une histoire d'argent, parce que déjà, on a la chance de bénéficier de chiens qui sont remis gratuitement. Donc lorsqu'on te dit, ce chien, il est pour toi, c'est pas pour te vendre. Voilà, il y a quelque chose qui a été réfléchi, mûrement réfléchi, et donc immédiatement j'ai eu confiance. Et après, au fil des jours, oui, je me suis dit, Vinny, c'est pour moi, et Vinny, c'est moi, parce que Vinny a aussi beaucoup de comportements qui me ressemblent pas mal. Il est très très speed, il aime beaucoup bouger, il a son caractère. Vinny, comme m'avait dit Juliette, l'éducatrice, Vinny, c'est pas un mec facile, c'est-à-dire que Vinny, il s'est pas laissé caresser dès le premier jour. Il a fallu attendre le 2e, 3e jour. Vinny, ça fait seulement 1 mois où il vient vraiment s'asseoir sur moi. Voilà, c'est step by step. Yeah. Je me sens hyper privilégiée parce qu'il faut dire aux auditeurs que Vinny vient de se coucher à mes pieds. Donc je me sens hyper privilégiée. Merci Vinny. Vinny, avant d'arriver jusqu'à toi, il a été éduqué en famille d'accueil. Tu nous racontes ça? Tu la connais, cette famille? Alors, les chiens d'assistance passent d'abord par la famille d'éveil, lorsqu'ils sont petits, pendant les 6 premiers mois. Et ensuite, ils sont en famille d'accueil. Donc, non, je ne connais pas la famille. Et pendant leur période de formation intense, avant la remise, ils sont en famille de week-end. Donc là, j'ai eu la chance, grâce aux réseaux sociaux, parce que Vinny a un compte Instagram, de rencontrer un des jeunes qui a suivi Vinny lors des week-ends qui ont précédé la remise. Donc j'ai rencontré via les réseaux, je vais le nommer, il s'appelle Ulysse, et il avait eu, je pense, d'après ce que j'ai pu comprendre et voir sur ses photos, beaucoup d'amour pour Vinny. Et Vinny, on pense souvent à Ulysse, parce que Vinny, depuis que je l'ai, il est toujours attiré par les ballons, les balles, le basket. Et on vit dans un lycée. Dans ce lycée, il y a beaucoup de jeunes. Et quand j'ai vu la photo d'Ulysse avec Vinny et le ballon, je me suis dit, ouais, Ulysse, je pense que tu as formaté mon Vinny.
Tu sais d'où ça vient maintenant. Tout à fait. Vinny, il est arrivé le 22 septembre. Quel a été le moment plus fort que vous ayez partagé ensemble depuis ? Quel est l'endroit où il t'aide le plus ? Alors Vinny, j'ai envie de dire, il m'aide quand même partout, quoi. Les premiers moments les plus forts, peut-être, c'est lorsque je suis rentré à la maison après la formation, où les nuits étaient truffées de cauchemars, et où Vinny faisait ses premières missions, en fait. Il venait me réveiller en posant sa tête près de mon visage et en respirant bien fort, et donc en m'extirpant des cauchemars. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup touché. C'était émouvant quand même de savoir que Vinny veillait sur moi pendant la nuit. Vinny m'aide aussi dans la vie de tous les jours au quotidien. Vinny, il a accepté avec moi lorsque je suis hospitalisé à l'hôpital de l'Aveyron. Donc il m'aide aussi pendant mes hospices. À mieux gérer le stress de l'hospitalisation ? Alors, pas gérer le stress de l'hospitalisation, parce que l'hospitalisation, justement, en elle-même déjà, elle t'aide énormément. C'est vraiment un sas de décompression. C'est un peu on dit toujours c'est une bulle de sécurité pendant le temps où on est hospitalisé. Après, ça me permet d'aborder l'hospitalisation un peu différemment. Et Vinny, donc lors de ma dernière hospi, il a aussi aidé beaucoup de camarades blessés qui sont dans le même service que moi, donc atteints de choc post-trauma. Vinny a réussi, par exemple, à faire parler un camarade qui ne parlait pas depuis longtemps. Donc, grâce à Vinny, l'interaction s'est passée entre lui et moi. Donc ça, c'est énorme. Vinny a apporté aussi, je pense, beaucoup d'amour et beaucoup d'aide aux différents patients présents. Donc, j'ai encore des contacts avec pas mal de patients, et Vinny, il y a souvent droit à un grattage d'oreilles par message. Et c'est pas mal déjà comme c'est pas mal comme soutien. Et tout à l'heure, Christophe, tu as parlé des aidants, et auprès de toi, nous avons Cécile, ta femme, qui est aussi ton aidante. Moi, je voudrais profiter de ta présence, Cécile, pour te demander, toi, de ton point de vue d'aidante, comment Vinny soulage aussi un peu ta mission ? Alors, je suis très, très émue, hein. Donc, je ne sais pas si je vais réussir à parler, mais déjà parce que ça fait revivre plein de choses. C'est vrai que quand on vit avec quelqu'un qui souffre de stress post-traumatique, voilà, on est là, on écoute, mais je pense qu'à un moment donné, en fait, c'est pas suffisant. Donc, il y a eu besoin d'un relais, donc on a trouvé grâce à l'hôpital l'Aveyron. Et puis, c'est vrai que Vinny, voilà, la nuit, moi, je suis là, mais si je dors, je me rends pas forcément compte que Christophe est en train de faire un cauchemar. Donc, du coup, à ce niveau-là, il prend pas mal le relais. Et puis, ce qui a changé aussi, c'est que avant la remise, Christophe ne sortait quasiment plus. Donc, du coup, depuis que Vinny est là, il le fait bouger. Voilà. Au travail, j'ai pas forcément parlé de la situation de Christophe, hein, puisque c'est pas forcément le lieu, mais au moment de la remise, j'en avais quand même parlé à ma responsable. Et donc, je lui ai parlé de l'association La Cap, et elle a eu l'occasion de rencontrer Vinny, et elle s'est intéressée à cette association, et elle a trouvé tellement génial ce qu'il faisait qu'en fait, elle a fait un don. Donc voilà, pour aider la CAP, il est possible de faire un don. Voilà. Merci Cécile pour ce témoignage. On peut aussi soutenir la CAP en étant bénévole, en étant famille d'accueil pour la CAP. Et j'invite aussi les auditeurs et auditrices à relayer cet épisode pour mieux faire connaître le stress post-traumatique et le travail incroyable que font ces chiens d'assistance. Toi, tu vas un petit peu au cinéma aussi. J'aimerais savoir à quelle fréquence tu vas au cinéma, qu'est-ce que tu vas voir comme film, c'est quoi ton univers cinématographique ? La fréquence au cinéma, dans les salles de ciné, elle est très restreinte, parce que pour moi, c'est toujours pareil, en lien avec le SPT, c'est compliqué d'aller dans une salle de ciné. Il y a toujours la difficulté pas de vivre avec les autres, mais voilà, il y a toujours une crainte. Et voilà, j'ai l'œil sur la sortie de secours. Voilà, donc c'est toujours compliqué. Donc là, on est au Vogue, au cinéma Vogue, au Gros du Roi. Ça a été le
premier lieu public où je suis venu avec Vinny, en fait, assister à l'avant-première du film La Petite Dernière. Après, mon univers cinématographique, il est assez varié. Moi, je suis un gros amateur de films d'horreur depuis tout petit. Dario Argento, pour moi, c'est un maître de l'horreur. J'ai beaucoup de mal avec les films français, mis à part avec le cinéma indépendant où je m'y retrouve quand même nettement plus. Après, j'aime aussi le cinéma coréen. Je trouve qu'il y a une touche particulière. Et les films des pays nordiques. Il y a quelque chose de particulier lorsque tu regardes un film scandinave ou danois. Il y a quelque chose de peut-être plus pur et moins édulcoré. Après, j'aime bien l'ambiance Tarantino, parce qu'il y a aussi beaucoup de musique à travers les films de Tarantino. Et depuis tout jeune, j'aime beaucoup les courts-métrages. Je suis un adepte des courts-métrages, tout style. Tu citais le Vogue, moi je voulais les remercier parce que d'une part, ils t'ont fait un super accueil quand tu es venu avec Vinny et c'est pas toujours le cas malheureusement, y compris dans les cinémas. Moi en tant que famille d'accueil pour Andy Chien, j'ai vécu des refus d'accès dans 2 cinémas et c'est aussi ces événements-là qui sont extrêmement désagréables à vivre d'ailleurs et qui m'ont donné envie de créer ce podcast. Et ils ont été aussi extrêmement accueillants par rapport à l'idée d'enregistrer cet épisode ici, donc je les remercie infiniment. Est-ce que tu aurais besoin d'aménagements spécifiques dans les salles de cinéma ? Est-ce que tu aurais un message à transmettre aux exploitants de salles par rapport à ton accueil, à l'accueil de Vinny ? Moi, non, j'ai pas de demande particulière. Un sourire, pas de jugement, les portes grandes ouvertes. Et le personnel du cinéma, par exemple, qui te propose une gamelle d'eau pour Vinny. Ouais, c'est tous ces petits gestes tout simples, mais moi, rien de particulier. J'ai pas besoin d'aménagement particulier pour Vinny. Et si la salle n'était pas adaptée à Vinny, c'est-à-dire s'il n'y a pas assez de place entre les fauteuils, je n'y vais pas. J'irai déjà pas pour moi parce que ça serait compliqué, donc encore moins avec Vinny. Dans chacun des épisodes, on parle d'un film qui traite du handicap. Ton film coup de cœur, ça a été très très vite défini pour toi, c'est Elephant Man de David Lynch. C'est un film qui est sorti en 1980, qui est ressorti en 2020 dans une version restaurée 4K. On est à Londres en 1884. Le chirurgien Frederick Treves découvre un homme complètement défiguré et difforme qui est devenu une attraction de foire. Il s'agit de John Merrick, le monstre, qui doit son nom d'Elephant Man au terrible accident que subit sa mère. Alors, enceinte de quelques mois, elle est renversée par un éléphant. Impressionné par de telles difformités, le docteur Treves achète Merrick, l'arrachant ainsi à la violence de son propriétaire et à l'humiliation quotidienne d'être mis en spectacle. Le chirurgien pense alors que le monstre est un idiot congénital et il découvre rapidement en Merrick un homme meurtri, intelligent et doté d'une grande sensibilité. Are you in any pain? Are your parents still alive? Live! He's full of surprises. Elephant Man, c'est le deuxième film de David Lynch, son deuxième long métrage qui suit à Eraserhead, qui était déjà un film d'ailleurs qui parlait de la question de la monstruosité. C'est un sujet qui l'a intéressé. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce film ? Alors déjà, David Lynch, c'est pareil, c'est un maître dans le domaine du cinéma. Et j'ai choisi Elephant Man parce que Elephant Man, donc John Merrick, souffre d'une maladie. Pour le coup, c'est un handicap
méga visible, qui est d'ailleurs exploité à son insu. Mais pour moi, la réelle souffrance pour John Merrick, c'est pas toutes les douleurs physiques, c'est surtout psychologique. Donc il y a une petite approche avec le choc post-traumatique, donc un handicap invisible, parce que ce handicap invisible de John Merrick, en fait, c'est le regard des autres. L'exploitation de son handicap, la tromperie, il est souvent trompé, il commence à avoir confiance au docteur et en fait le docteur fait comme la personne qui l'exploitait auparavant va quand même plus ou moins l'exploiter. Donc il souffre de toutes ces choses à l'intérieur. Il ne se plaint jamais de ses douleurs physiques, il souffre de l'intérieur et ça me fait beaucoup penser au choc post-traumatique en fait. Et les gens ne comprennent pas, je pense, la souffrance qu'il a à l'intérieur. C'est aussi un film qui a été inspiré de Freaks, la monstrueuse parade de Todd Browning en 1932. Le Freaks, c'est le monstre. Je pense ça a quand même beaucoup évolué. Le regard est différent. Il y a encore du travail à faire, certes, hein, mais je trouve que le regard est vraiment différent et on le voit... nous, on vit sur Montpellier, c'est une grosse ville qui brasse beaucoup d'étudiants et moi, je me rends compte qu'il n'y a pas de jugement, de regard sur le handicap comme nous, on avait pu le connaître auparavant. Alors, ça s'explique peut-être par le fait que nos générations, le handicap était caché. Une personne handicapée, elle ne sortait pas. Peut-être parce que la famille faisait le choix de ne pas montrer le membre de la famille handicapé, peut-être parce que les moyens de transport n'étaient pas adaptés. Voilà. Donc maintenant, le handicap s'expose. La plupart des gens sont familiarisés avec le handicap et il y a moins de jugement et moins de regard négatif. Après, on peut toujours être intrigué par le handicap, c'est normal, être intrigué, mais être intrigué, c'est pas forcément négatif. Tout va dépendre du regard ou je pense aux enfants. Hein. Un enfant peut être intrigué par le handicap d'une personne qui va croiser. C'est à l'adulte d'expliquer. Et si l'adulte ne connaît pas, n'a pas tous les éléments, à chercher avec son enfant pour lui expliquer, mais voilà, la personne qu'on a croisée tout à l'heure est peut-être atteinte de, voilà, il y a des choses qui sont mises en place, mais tu as vu, c'est super, il peut quand même circuler librement, faire ses courses. Est-ce qu'il y a une scène qui t'a particulièrement touché dans ce film ? Ouais, je trouve que une des scènes qui est forte, c'est lorsqu'il est invité à l'opéra et que, on va dire, la star cite John Merrick, mais avec des points positifs, en disant mais voilà, il est là. Et c'est pas exhibé et tout le public l'applaudit avec des sourires. Enfin, c'est vraiment quelque chose de sincère. Et on sent que John Merrick, à ce moment, est fier et il a une autre posture. Il est reconnu comme quelqu'un de normal. Et c'est peut-être ce qui l'entraîne après à choisir le fait de partir. Ouais, il est accepté à ce moment-là. Tout à fait, ouais. Après, ce qui est beau pour moi, et ce qui me fait aussi penser beaucoup au choc post-trauma, c'est qu'à la fin du film, il vit de belles choses, il découvre le monde, il est apprécié, accepté, reconnu. Et John Merrick, s'il s'allonge, il meurt, il le sait, ça fait partie de sa pathologie. Et les dernières minutes du film, John Merrick, après avoir fait le tour des choses, donc avoir vécu de belles choses, il prend sur lui de s'allonger et donc de quitter ce monde. De quitter ce monde parce que je pense qu'il a eu sa dose de bonnes choses, mais il est plus capable de continuer à affronter ce monde. Et dans le monde du choc post-trauma, chez les militaires, il y a malheureusement un gros taux on va dire de suicide. Donc, beaucoup de gens qui choisissent, comme Elephant Man, de quitter ce monde, de partir pour ne plus souffrir et ne plus faire souffrir les autres. Voilà. C'est important aussi de savoir que ce handicap peut te conduire jusqu'à la mort, jusqu'à l'envie de disparaître. Et je vais parler un peu de Vinny. En fait, la présence du chien d'assistance, lorsque tu as ces idées noires, Vinny le ressent et il va t'apporter quelque chose de particulier. Hein. Il va soit te secouer un peu pour que tu le sortes. Il n'a pas forcément envie de faire ce besoin. Il a ressenti et en fait, il va te changer les idées. Et voilà. Donc, le chien d'assistance, je pense qu'il
c'est même sûr, et je vais parler pour moi, il m'aide aussi des fois à sortir de mes idées noires. Ouais, il y a souvent des témoignages en ce sens, y compris chez les autres bénéficiaires de chiens d'assistance, qui disent que s'occuper du chien, ça leur donne aussi une raison de continuer d'avancer en tout cas. Ça donne une raison de continuer d'avancer. Et même si on continue d'avancer pour les gens qu'on aime, pour ma femme, pour mes enfants, mais la présence du chien d'assistance apporte encore un plus, une nouvelle bouée, une nouvelle canne, on va dire. Auparavant, j'avais une canne pour pas tomber, c'était ma famille, et maintenant j'ai 2 cannes, donc avec Vinny, et c'est presque un déambulateur. Donc grâce à ces 2 intervenants, ça me permet d'avancer tout droit, cambré, mais quand même tout droit. Là, c'est un point de vue perso en regardant le film il y a quelques semaines. On peut penser que John Merrick est déformé par rapport au fait que sa mère enceinte se soit fait écraser par des éléphants. Et en regardant ces scènes avec les éléphants et sa mère, moi j'ai pensé à autre chose. Ces scènes me faisaient penser plutôt à une agression sexuelle. J'ai eu l'impression que sa mère se faisait agresser sexuellement et que David Lynch, pour ne pas représenter directement l'agression sexuelle, donc le viol, utilisait la violence des éléphants. Et on sait que des chocs comme l'agression, le viol, peuvent avoir des incidences sur le fœtus et sur l'enfant par la suite. Donc, en le regardant maintenant avec mes yeux d'adulte, j'ai pensé à ça. Voilà. Tu as une autre lecture. Ouais. D'ailleurs, j'en profite pour dire que le personnage alors non pas John Merrick, mais Joseph Merrick a existé réellement. Cette histoire est inspirée d'une histoire vraie. Je te vois hocher de la tête. Oui, j'avais l'info, ouais. Elle a été scénarisée. Joseph Merrick n'a pas été malmené de cette façon-là par la personne qui exploitait sa difformité dans cette foire. C'était un deal à 2 pour gagner de l'argent. Et puis la scène qui est quand même épouvantable avec le gardien de nuit est aussi une construction narrative que David Lynch a rajoutée au scénario. Et il n'y a pas eu de témoignage en ce sens, heureusement. Ce serait très intéressant d'ailleurs de refaire ce film en collant plus à la réalité. Toi qui aimes un cinéma plus authentique, tu disais tout à l'heure. Ouais, ça pourrait être intéressant, ouais. C'est un film que tu as vu à la télévision, toi, ou au cinéma ? Alors, Elephant Man, je l'ai vu très jeune, pas au cinéma. Les premières fois où je l'ai vu, c'était en cassette VHS, voilà. Et c'est un film qui m'avait beaucoup marqué et touché, mais pas choqué, marqué et touché, dans le côté positif. J'ai eu l'expérience avec mes enfants et des amis à mes enfants qui l'ont regardé et qui ont été, eux, pour le coup, choqués. Donc les générations actuelles sont choquées et blessées par le film. C'est assez étrange. Et tu disais que tu étais jeune. Quel âge tu avais ? Je pense que je devais avoir... Donc il est sorti en 80. À l'époque, ça mettait un certain temps pour sortir en cassette vidéo. Peut-être, je dirais 10 ans, un peu moins de 10 ans. C'est un film qui avait été interdit au moins de 12 ans. L'interdiction a été levée aujourd'hui, mais voilà, ça reste un film qu'on conseille pour des adolescents à partir effectivement de 12-13 ans au moins. D'ailleurs, il est toujours disponible et il a été sélectionné dans le catalogue du dispositif scolaire lycéen et apprenti au cinéma. Un petit mot aussi sur l'accessibilité du film. L'audiodescription est disponible sur le DVD qui a été produit par Studio Canal. En revanche, sur le DCP du film, donc le fichier numérique, Digital Cinema Pack, qui est celui qui est dans les projecteurs numériques, il n'y a que le sous-titrage sourd et malentendant, SME, qui sont disponibles. L'audiodescription ne l'est pas. Alors, pour en avoir discuté avec Carlotta Film, qui est un distributeur spécialisé dans le film de répertoire, c'est assez rare d'avoir les audiodescriptions ou les sous-titrages SME ou même la version audio sous-titrée sur des films de répertoire, qui plus est lorsque ce sont des productions étrangères. Donc pour eux, ils m'ont bien dit, nous, on aimerait beaucoup, on n'est pas les grands méchants qui ne voulons pas l'accessibilité, on aimerait beaucoup que nos films le soient, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est trop coûteux de réaliser une audiodescription de qualité, parce que pour eux, il ne s'agit pas non plus de faire une audiodescription avec l'IA. Les enjeux financiers sont trop lourds à porter pour l'amortir correctement pour un distributeur comme Carlotta. Si vous êtes professeur de lycée ou médiatrice de cinéma, n'hésitez pas à me contacter pour que nous organisions une écoute en public du podcast pour préparer vos publics. Christophe, je te remercie infiniment pour cet échange. Merci d'avoir participé à cet épisode de Handicap et Cinéma. Et merci à Vinny
qui est à tes côtés toujours posé au calme et qui a accepté aussi de rester avec nous pendant cet enregistrement. Eh bien, à mon tour de te remercier, de te féliciter pour l'excellent travail que tu réalises. Et grâce à des gens comme toi, une avancée sur le handicap est certaine. Voilà. L'acceptation, les choses se mettent en place grâce à ton travail et aux gens comme toi. Donc bravo. Bravo pour tout ce que tu fais et pour ta sincérité. Merci beaucoup. Handicap et cinéma est une production Planète Projet avec le soutien de Podcastix et de Podcast Factory.org. L'identité visuelle a été créée par Séverine Baird en collaboration avec les étudiants de l'ESDAC et la musique composée par Charles Michel. Cet épisode a été enregistré au cinéma Le Vogue, au Gros du Roi. Si vous voulez soutenir l'association LACAP, sachez qu'elle recherche des familles d'accueil, des parrains et marraines pour financer l'éducation de chiens et répondre aux 350 dossiers en attente chaque année. Retrouvez toutes les ressources citées ainsi que la transcription complète de cet épisode dans la description. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous et laissez 5 étoiles et surtout, partagez-le autour de vous. Alors, prêt à faire bouger les lignes pour plus d'inclusion dans le cinéma ? Cap ou pas cap ?